Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. L'ONU, la CEDEAO et de nombreux pays africains s'insurgent face aux violences xénophobes en Afrique du Sud qui se poursuivent. Au moins 5000 étrangers ont fui le pays. 6 personnes ont été tuées en l'espace de 3 semaines. Des milliers de Yéménites fuient les combats et les bombardements vers Djibouti en traversant le détroit de Bab el-Mandeb. Ce petit pays de la Corne de l'Afrique où les Français et les Américains possèdent des bases militaires importantes craint une possible déstabilisation. On en parle avec notre invité, l'un des chefs de l'opposition djiboutienne, Abdourahmane Mohamed Guelleh. Après 2 décennies de conflit en Somalie, l'industrie de la banane opère un retour en force. Le pays exporte de plus en plus vers le Moyen-Orient. Les appels au calme lancés hier par le président sud-africain Jacob Zuma ne semblent pas avoir été entendus. Les agressions dirigées contre des immigrés qui durent depuis près de 3 semaines se sont poursuivies à Durban et Johannesburg où des magasins ont été pillés. Dans les pays africains, c'est l'indignation face à ce courant xénophobe qui pousse les étrangers à fuir en masse. Le récit de Nicolas Germain. Face aux attaques xénophobes en Afrique du Sud, plusieurs pays du continent proposent d'évacuer leurs ressortissants. Le Malawi, par exemple, a loué des bus pour 500 de ses citoyens. Pour eux, ils n'ont pas le choix, ils doivent fuir. Dans notre pays, certes, il y a une crise économique, mais au moins nous serons vivants. Si on reste ici, on peut être tué. Je suis heureux car je vais rentrer chez moi, vivant. Ils nous disent de rentrer chez nous. On va le faire, mais ça me rend triste. La majorité des victimes sont d'Afrique subsaharienne et dans les pays voisins, la colère monte contre les Sud-Africains. Au Mozambique, des manifestants ont bloqué un poste frontière. Nos frères ont été tués, mais nous ne voulons pas faire la même chose. Nous demandons juste aux Sud-Africains de ne pas venir ici au Mozambique. Et ceux qui sont ici doivent partir. Au Zimbabwe, les manifestants se sont réunis devant l'ambassade sud-africaine. Leur message est le même que celui de la CEDEAO, le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest. Dans un communiqué, elle déplore fermement que les ressortissants de pays qui se sont sacrifiés pour vaincre l'apartheid sont aujourd'hui assassinés. Nouvelle attaque de Boko Haram dans un village du Cameroun. Une dizaine de civils ont été tués la nuit dernière près de Kolofata, dans l'extrême nord du pays, alors qu'une douzaine de personnes ont été égorgées par d'autres membres du groupe islamiste dans le nord-est du Nigeria. Le groupe djihadiste Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar a revendiqué l'attentat suicide contre l'ONU au nord Mali. L'attaque près de Gao avait tué 2 civils ce mercredi et fait 9 blessés, des casques bleus nigériens. Et pour lutter contre le terrorisme, les forces françaises multiplient les opérations dans cette zone sahélienne. Dernière en date, c'est ce que révèle aujourd'hui l'armée française qui a transmis ces images. Une centaine de parachutistes ont sauté le 7 avril dernier sur la passe de Salvador à la frontière entre la Libye et le Niger. C'est une voie de passage privilégiée des groupes armés vers le Mali. Au total, 140 militaires français ont été mobilisés pour cette opération. Ils se disaient menacés et recherchés par les autorités. Ils se sont enfuis ce dimanche de RDC. Ces militants pro-démocratie du mouvement Filimbi sont à Paris. Ils veulent alerter la communauté internationale sur le sort de leurs 3 collègues arrêtés il y a un mois à Kinshasa en pleine réunion avec leurs confrères sénégalais de Y'en a marre et burkinabé du Balai citoyen. Ils sont toujours derrière les barreaux. La priorité, c'est de sensibiliser. Sensibiliser tout d'abord par rapport à nos amis qui ont été enlevés depuis le 15 mars, Sylvain, Fred et Yves. Ensuite également par rapport aux amis de Goma qui ont été enlevés la semaine dernière. Ensuite sensibiliser sur le mouvement, car la cause du mouvement est une cause noble. Notre objectif est non violent. Notre objectif aujourd'hui est de sensibiliser la jeunesse congolaise, 1, à connaître ses droits, 2, à connaître les niveaux de responsabilité pour agir sur ces différents droits, et 3, avoir les capacités nécessaires pour agir sur ces différents niveaux de capacité. C'est simplement notre objectif non violent de participation citoyenne que nous avons aujourd'hui. Donc nous allons continuer l'action. Des propos recueillis par Bangali Touré. La crise au Yémen déborde sur le continent africain. Des milliers de réfugiés fuient à Djibouti. Ce tout petit pays situé dans une zone stratégique craint la déstabilisation. Ces Yéménites traversent le détroit de Bab el-Mandeb. Vous le voyez, 30 km à peine séparent la péninsule arabique et la Corne de l'Afrique. Ils fuient les combats et les bombardements. Shona Batacharia. Fatigués et encore choqués par la violence. Férouz Mohamed et sa famille ont payé 1 200 € pour monter à bord d'un navire indien direction Djibouti. Il a tout perdu.
Beaucoup de gens voulaient partir, mais c'était difficile avec les combats et les bombes. Ils n'avaient aucun moyen de partir. Certains qui ont des maisons sont restés. Mais je n'ai plus rien, plus de maison, plus de travail, plus de futur. Férouz a dû laisser un de ses fils au Yémen. Comme lui, la majorité des réfugiés sont partis précipitamment, sans pouvoir prendre des effets personnels. Selon l'ONU, 1600 réfugiés yéménites sont déjà à Djibouti. 30 000 de plus sont attendus dans les prochains mois. Ils n'ont pas eu le temps de faire leurs valises, ils sont arrivés désorientés, ne sachant pas quoi faire. Ces gens ont clairement besoin d'aide. C'est depuis Djibouti que Médecins sans frontières opère au Yémen. Des navires portent essentiellement du matériel médical. Situé sur le golfe d'Aden, partageant des frontières avec l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie, Djibouti est aussi une base militaire pour des forces françaises et américaines, jusqu'ici dédiées à soutenir la lutte contre les Chebabs. Avec la crise yéménite, les autorités et les diplomates craignent des infiltrations de militants d'Al-Qaïda en provenance de la péninsule arabique. Et ces risques de déstabilisation de Djibouti, on en parle avec notre invité qui évoque également la situation politique du pays. Abdourahmane Mohamed Guelleh est l'un des leaders de l'opposition djiboutienne. Il est le secrétaire général de la principale coalition, l'USN. Écoutez. Oui, ce que nous venons de voir et qui se passe au Yémen est terrible. Est terrible parce que nous voyons des femmes et des enfants fuir les combats qui se passent dans leur pays. Et ce qui nous inquiète plutôt, c'est nous, comme vous le savez, la République de Djibouti est située dans une zone difficile. Il y a la Somalie et les Chebabs à côté, il y a les terrorismes, il y a la piraterie maritime, il y a les problèmes du conflit érythréen. Nous avons également d'autres inquiétudes parce qu'il peut y avoir des infiltrations qui risquent et qui pourraient entraîner des risques à la sécurité nationale. Des infiltrations, vous voulez dire d'extrémistes d'Al-Qaïda au Yémen notamment? Effectivement, parce que la situation au Yémen n'est plus dans les mains et n'est plus contrôlée. Du coup, nous savons qu'il y a une forte présence d'Al-Qaïda ou de l'extrémisme là-bas au Yémen. Donc, nous avons énormément d'inquiétudes et les Djiboutiens en sont conscients. Alors parlons de la politique à Djibouti à présent. La présidentielle est prévue en 2016. Vous avez signé avec le pouvoir un accord cadre au fin décembre de l'année dernière. Est-ce que les choses ont un petit peu évolué sur le terrain? Est-ce que pour l'opposition, c'est plus facile d'exister à Djibouti? Oui, effectivement, il y a des pas positifs. Il y a des points positifs. Hier, il y a des ans, nous étions criminalisés. L'opposition djiboutienne était persécutée, arrestation arbitraire, emprisonnement arbitraire, interdiction d'organiser des meetings et de s'adresser à nos militants, interdiction de voyager, confiscation de nos passeports. La liste des répressions du régime est très longue. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un accord cadre. Accord cadre ne veut pas dire un accord définitif. Nous sommes en train de négocier, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de rester en contact pour que nous puissions surmonter toutes ces difficultés. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, la commission électorale qui est nécessaire à toute bonne élection dans tout pays démocratique. Il n'y a toujours pas de vraie commission électorale indépendante à Djibouti. Où ça en est? Où en sont les négociations sur ce point? Vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria. Ça nous a fait rêver. Ça a rêvé les Africains. Ça a rêvé le monde qui veut une démocratie. L'alternance doit intervenir dans la paix et la dignité pour les deux camps. Notre pays aspire à ces changements. Aujourd'hui, il y a un point de blocage, c'est vrai. Nous sommes bloqués sur la question de la Commission électorale nationale indépendante. Pour qu'il y ait des élections libres, transparentes et honnêtes, il faut qu'il y ait une commission électorale indépendante. Nous sommes en train de discuter. Ce n'est pas du tout facile. Nous avons des conceptions complètement différentes. J'espère que les choses vont s'éclaircir dans les semaines ou les mois qui viennent. Abdourahmane Mohamed Guelleh qui était avec nous tout à l'heure. La Somalie, notre invité l'évoquait à l'instant, toujours frappée par des attaques régulières des Chebabs, mais les extrémistes islamistes ont été chassés de nombreux bastions, ce qui permet à certains secteurs de l'économie de reprendre vie. C'est le cas de la banane somalienne qui recommence à être exportée. Reportage. À moins d'une heure de la capitale somalienne Mogadiscio, on récolte ici les fruits d'une industrie en pleine reprise, la banane. Transportées en camion depuis cette plantation d'Afgoye vers le port de la capitale, les bananes sont ensuite envoyées vers des destinations diverses. Un succès pour cette industrie ralentie par plus de 20 ans de conflits qui ont ravagé l'économie du pays.
Aujourd'hui, nous exportons 12 conteneurs de bananes vers l'Iran, à la suite d'un contrat que nous avons signé avec une compagnie iranienne. Chassé de Mogadiscio en août 2011, le groupe islamiste Shebab a depuis abandonné l'essentiel de ses bastions. Le transit par les routes et l'accès au port facilité, l'accalmie relative a permis à l'industrie bananière d'opérer un retour. Mais un bémol, les producteurs estiment que moins d'un tiers des 5000 hectares utilisés précédemment sont exploités aujourd'hui. Le succès de la banane somalienne tient en partie à la proximité des fermes et des ports qui permettent d'exploiter vers le Moyen-Orient. Et bien sûr, c'est aussi une affaire de goût. Depuis l'introduction de la banane par l'ancien colonisateur italien dans les années 20, le fruit est devenu un élément central de la cuisine locale. Mais dans ce marché de Mogadiscio, les vendeurs se plaignent d'une augmentation des prix depuis le début des exportations vers l'étranger. Les bananes étaient vraiment pas chères avant, mais le prix a maintenant doublé. Les gens n'aiment pas l'augmentation des prix et on ne peut pas les convaincre de payer plus. Avant de se relever complètement, l'industrie devra faire face à d'autres défis. Certains systèmes d'irrigation, des routes et des entrepôts doivent être reconstruits. Mais l'industrie de la banane donne tout de même le sourire à la Somalie, qui pourrait devenir le principal exportateur de la région. Et on va se quitter en musique avec l'orchestre algérien El Gusto. Ensemble, sur scène à Alger, des musiciens juifs et musulmans ont donné un concert de Chabi, une musique traditionnelle jouée dans les mariages en Algérie, mais aussi au Maroc.